Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous envoyer le nouveau cours qui est le chapitre 5 qui s'intitule La France et la construction de nouveaux États par la guerre et la diplomatie, dans lequel nous allons voir en quoi la France de Napoléon III joue un rôle dans l'unification de deux pays qui jusqu'au 19e siècle n'étaient pas du tout unifiés, à savoir l'Allemagne qui était une confédération de petits États et l'Italie pareil. Donc vous allez pouvoir voir ça dans le chapitre du manuel correspondant, qui s'intitule La France et la construction de nouveaux États par la guerre et la diplomatie. Il se situe aux alentours des pages 140. Donc vous avez plusieurs pages, les cours comme d'habitude, des doubles pages d'études sur des points spécifiques et des pages sur les PPO, points de passage et d'ouverture. Alors je vais lire le cours que je vous ai donné, en même temps je vais le commenter comme on fait d'habitude. Après la fondation du Second Empire, Napoléon III rêve de renouer avec la gloire de son oncle avait donnée à la France. Il va utiliser la diplomatie et les alliances militaires pour redonner à son pays une place importante en Europe, jouant ainsi un rôle dans les unités italiennes et allemandes. Quel rôle joue la France dans la construction de nouveaux États en Europe à la fin du XIXe siècle? Donc effectivement, Napoléon III, qui était le neveu de Napoléon Bonaparte, Napoléon Ier, qui, je rappelle, avait conquis toute l'Europe, enfin une grande partie de l'Europe, et avait donné une espèce de cachet de gloire à la France, qui a été vaincu ensuite par les monarchies européennes en 1815. Napoléon III, bien entendu, il rêve de redonner cette gloire à son pays et cette aura en Europe. Donc il va avoir une action diplomatique et militaire afin de redonner à la France en fait, une place de puissance dans le concert des nations européennes. Donc grand 1, la France pour l'unité italienne. Je vous ai mis de vous reporter à la carte qui se trouve page 146-147, qui est une carte où vous allez pouvoir visualiser les différents États italiens, puisque l'Italie était séparée en plusieurs États. Vous aviez le royaume de Piémont-Sardaigne, mais pas que, il y avait le duché de Vénétie, il y avait les États pontificaux, il y avait le royaume de Sicile au sud avec Naples et la Sicile. Donc c'était pas un pays unifié comme ça l'est aujourd'hui. Et là, on va voir que donc, ces différents États se sont regroupés pour former le pays Italie. Et la France, de Napoléon III, a joué un rôle dans cette unification. Grand A, la France apporte une aide militaire aux Italiens contre l'Autriche. Alors d'abord, Napoléon III est un héritier des principes de la Révolution française et est sensible aux revendications nationalistes dans les pays européens. Je rappelle qu'au XIXe siècle, il y a ce qu'on appelle les aspirations nationales, qui sont ce qu'on a vu, les peuples qui réclament le droit d'être séparés par nation, c'est-à-dire peuples qui ont en commun une langue, une culture et une histoire. Et on l'a déjà vu avec par exemple l'histoire de Chios en Grèce, etc. Donc Napoléon III, il est quand même héritier de cette idée de nation, de nationalité, et il a envie dans sa politique étrangère, c'est-à-dire justement ce qu'il veut utiliser pour redorer le blason français en Europe, il a envie de mettre en place justement une politique qui laisse la place aux revendications nationalistes. Alors en Italie, la Lombardie et la Vénétie sont sous domination autrichienne. Vous voyez ça sur la carte, l'empire d'Autriche-Hongrie occupe une partie du nord de l'Italie qui est rattachée à l'Autriche. Les patriotes italiens, partisans du Risorgimento, unité de l'Italie, se rallient au royaume de Piémont-Sardaigne, qui est le plus apte à réaliser le projet. À côté de la Lombardie et la Vénétie, sur la carte, vous pouvez voir qu'à l'ouest se trouve le royaume de Piémont-Sardaigne, qui comprend donc le Piémont, une partie des Alpes, et l'île de Sardaigne. Ce royaume est le plus puissant de l'Italie et le plus motivé à réaliser l'unité italienne. Donc, pour contrecarrer l'Autriche, Napoléon III rencontre Cavour, Premier ministre du royaume de Piémont-Sardaigne en 1858, afin de le soutenir contre l'Autriche. Puisque le royaume de Piémont-Sardaigne, dont le roi est Victor Emmanuel II, on en reparlera tout à l'heure, a un Premier ministre qui veut justement faire ce risorgimento, et pour ça, il faut commencer par récupérer les territoires qui sont occupés par l'Autriche. Donc Napoléon III propose son aide à l'Italie
contre l'Autriche. Pourquoi? Parce que l'Autriche est une nation puissante qui peut être un danger potentiel pour la France. Et je rappelle, c'est le congrès de Vienne, donc de l'Autriche, en Autriche, hein, dominé par Metternich qui était le chancelier autrichien. Donc l'Autriche a participé à l'humiliation de la France après la Révolution française. Donc Napoléon III, lui, il préfère soutenir l'unité italienne contre l'Autriche. C'est comme une partie d'échec à la diplomatie en Europe, c'est-à-dire que Napoléon III, il va jouer le parti de la force italienne pour affaiblir l'Autriche qui est potentiellement son ennemi. En 1859, donc après les victoires de Solferino et de Magenta, c'est-à-dire Napoléon III a vaincu l'Autriche, il obtient le rattachement de la Lombardie et de l'Italie centrale au royaume de Sardaigne. En échange, le roi Victor Emmanuel II lui offre Nice et la Savoie, annexées à la France par plébiscite en 1860. Donc Napoléon III, il n'a pas fait ça gratuitement, il a demandé au royaume de Piémont-Sardaigne, voilà, si je vous aide à récupérer la Lombardie et la Vénétie, est-ce que vous pouvez me donner en échange Nice et la Savoie, qui avaient déjà été pris à l'Italie par la France lors de la période de guerre de la Révolution française. Donc là, vous avez un PPO sur le rattachement de Nice et la Savoie à la France. Je montre dans le cours, donc ici, je vous ai mis deux documents qui sont issus d'un autre manuel que celui que vous avez, qui sont issus du manuel Attier, et qui était un peu plus court hein, que le PPO qui vous est proposé dans votre manuel. Donc, pour répondre à ce PPO, vous avez deux questions qui sont ici, en haut de la feuille. Voilà. Donc vous y répondrez dans un devoir ultérieur, je vais vous expliquer ça ensuite. Grand B maintenant, l'achèvement de l'unité italienne. Dans le sud, Cavour ne peut agir directement et s'appuie sur Garibaldi, républicain et fervent partisan de l'unité italienne. Donc, Cavour, lui, il est dans le royaume du Nord. Garibaldi, c'est un républicain et qui est un partisan de l'unité italienne qui a ses entrées un petit peu partout dans tous les pays, dans tous les États italiens. Garibaldi, non à retenir, hein, c'est le grand héros hein, de l'Italie et de l'unité italienne. Donc Garibaldi lance l'expédition des Mille en 1860 et conquiert le royaume des deux Siciles, c'est-à-dire le sud de l'Italie. La Sicile et Naples votent leur rattachement au royaume de Piémont-Sardaigne. Donc tout le sud est conquis et rattaché au royaume. Victor Emmanuel II est donc proclamé roi d'Italie en 1861. La Prusse, alliée aux Italiens, attaque l'Autriche, qui est vaincue en 1866 à la bataille de Sadowa, on en reparlera. L'Italie profite de cet affaiblissement pour récupérer la Vénétie. Donc quand le sud a été rattaché, il y avait donc tous les territoires du nord, à savoir le royaume de Piémont-Sardaigne, la Lombardie qui avait été conquise grâce à la France, et le sud de l'Italie. Mais il manque encore quelques États, notamment les États du pape, qui sont les États pontificaux au centre de l'Italie, regardez la carte, et également la Vénétie qui n'avait pas encore été récupérée. Donc, une autre guerre dont on va parler tout à l'heure entre la Prusse et l'Autriche va profiter aux Italiens, puisque l'Autriche est affaiblie par une défaite face à la Prusse, et l'Italie en profite pour récupérer la Vénétie qui manquait dans les États du Nord. Il manque toujours Rome et les États pontificaux qui sont sous le contrôle du pape. Pour ne pas mécontenter les catholiques français, Napoléon III protège Rome contre Garibaldi qui tente de s'en emparer. Et oui, parce que la France est catholique. Et donc Napoléon III ne veut pas se mettre à dos tous les catholiques français. Du coup, il se retourne contre les artisans de l'unité italienne et leur dit non, moi je vous ai aidé à conquérir tout ce que vous vouliez, maintenant je ne veux pas que vous touchiez aux États pontificaux. Et il envoie des troupes pour protéger le pape. Seulement, on verra ça dans le Grand 2 et on l'a déjà vu dans le chapitre précédent, Napoléon III est battu par la Prusse à Sedan en 1870. Donc il fait prisonnier et ne peut plus protéger Rome, qui est prise par les nationalistes italiens et devient donc la capitale de l'Italie unifiée en 1861. Donc voilà pour l'unité italienne. C'est-à-dire qu'elle s'est réalisée essentiellement avec l'aide de la France quand même, dans les tractations diplomatiques et les guerres. Le seul point qui gênait la France, c'était les États pontificaux, mais comme la France a été vaincue, enfin le Second Empire s'achève en 1870, l'unité italienne s'achève à ce moment-là aussi.
Maintenant, nous allons passer au grand 2, l'unité allemande contre la France, carte page 148 de votre manuel. Il est également important pour cette partie-là d'avoir la carte sous les yeux parce que c'est important de visualiser les espaces dont on parle. Grand A, l'émergence de la Prusse face à l'Autriche comme leader de l'unité allemande. En 1850, l'Allemagne, appelée Confédération germanique, est morcée en 39 États. Alors, il y a plein de petits États qui étaient des genres de principautés, des cités-États issus du Moyen-Âge. Dans ces 39 États, il y a quand même l'Autriche et la Prusse, qui sont les deux plus grands, et qui sont en fait concurrents pour être à la tête de l'unité allemande. C'est-à-dire que l'Autriche voudrait réaliser l'unité allemande sous son contrôle, et la Prusse aussi. Et ils ont des projets différents. La France, elle, quel est son rôle dans tout ça? Eh bien, la France adopte une attitude neutre face à ce bras de fer et s'engage à ne pas intervenir en cas de guerre austro-prussienne. Elle préfère rester en dehors du conflit. Ce qui arrange la Prusse. En 1860, la Prusse se renforce grâce à l'industrialisation, c'est-à-dire qu'elle aussi, l'Allemagne profite du développement économique qui est lié à l'industrialisation qu'on a vu. Elle est très moderne, elle est très industrialisée, elle dispose de beaucoup de réserves de charbon, donc elle avance à grands pas, économiquement parlant, et donc elle s'enrichit. Le roi, Guillaume Ier, nomme Otto von Bismarck chancelier. Alors Bismarck, c'est un personnage important qui joue un rôle très majeur là, dans cette période, donc personnage à retenir, il y aura un PPO tout à l'heure à ce sujet. Bismarck a besoin de s'assurer de la neutralité française afin d'affronter l'Autriche. Donc il veut vérifier que la France, qui s'est engagée à être neutre, va le rester. Il rencontre donc Napoléon III à Biarritz en 1865. Et Napoléon III, lui, il espère tirer profit de sa neutralité, genre récupérer quelques territoires pour annexer à la France, comme le Luxembourg. Donc comme la France reste neutre, la guerre austro-prussienne se déclare. La Prusse écrase l'Autriche à Sadova, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, en 1866, la Prusse étant alliée à l'Italie. Elle crée, sous sa domination, la Confédération d'Allemagne du Nord, qui devient alors une menace potentielle pour la France, puisqu'elle devient plus puissante. Grand B, l'unité allemande contre la France. Que se passe-t-il alors? La France, qui avait promis d'être neutre, sans que le vent tourne en sa défaveur, parce qu'un pays aussi puissant que la Confédération d'Allemagne du Nord à côté d'elle est dangereux. Napoléon III tente donc de marchander sa neutralité contre des territoires, c'est-à-dire qu'il essaye de faire pression sur la Confédération d'Allemagne du Nord dominée par la Prusse, pour dire voilà, si vous me donnez des territoires, moi je vous garantis ma neutralité, je vous reconnais en tant qu'État. Mais d'autre part, une unification allemande complète l'inquiète, et il tente de soutenir l'indépendance des États allemands du Sud qui sont catholiques. Alors, la situation est celle-ci. La Confédération d'Allemagne du Nord, c'est la Prusse et les États d'Allemagne du Nord, qui sont essentiellement des États protestants. Les Allemands du Sud, eux, sont plutôt des États catholiques. La France est catholique, donc elle a tendance à soutenir les catholiques contre les protestants. De plus, elle ne veut pas que la Confédération d'Allemagne du Nord intègre les États allemands du Sud, parce que là, ça deviendrait une très grande confédération, et ça deviendrait d'autant plus puissant et menaçant. Donc, il utilise la religion, Napoléon III, pour défendre les catholiques contre ceux du Nord, parce que les catholiques ne sont pas très chauds à s'unifier à l'Allemagne du Nord, qui elle est protestante. Donc Napoléon III, il essaie de manipuler en fait les États d'Allemagne du Sud pour ne pas qu'ils rejoignent l'Allemagne du Nord. Bismarck comprend que la France est donc un obstacle à l'unité allemande. Napoléon III va exiger alors de Guillaume Ier qu'il renonce à soutenir un prince allemand candidat au trône d'Espagne. Bismarck le révèle à la population qui s'enflamme contre la France. Alors là, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, Bismarck il sent que la France n'est plus aussi neutre que cela et qu'elle n'est pas pour l'unité complète des États allemands. Bismarck va donc sauter sur une occasion, une erreur diplomatique de Napoléon III pour retourner les États d'Allemagne du Sud, catholiques, contre la France qui les soutenait. Il y a une candidature au trône d'Espagne qui se profile et il faut savoir que certaines familles allemandes et autrichiennes avaient des droits à faire valoir sur le trône d'Espagne. Donc il y a un prince allemand qui se présente pour être candidat au trône d'Espagne et Napoléon III en fait manipule
pour que l'Allemagne soit affaiblie. Il ne veut pas que l'Allemagne soit aussi sur le trône d'Espagne, qui est de l'autre côté de la France, donc ça ferait une espèce de pince entre l'Allemagne et l'Espagne. La France se retrouverait au milieu. Donc il fait pression sur Guillaume II pour qu'il refuse cette candidature. Et Bismarck la prend et il rend ça public. Du coup, la population allemande grogne contre la France. Il dit, mais enfin, pourquoi là vous refusez que notre prince soit candidat au trône d'Espagne? Donc vous cherchez à limiter notre pouvoir. Du coup, Napoléon III déclare la guerre à la Prusse en juillet 1870. Et alors là, comme il y a un ennemi commun, tous les États allemands, même ceux du Sud, s'unifient contre la France. Parce que le sentiment national allemand est important. Tous les Allemands, y compris ceux du Sud, même s'ils sont catholiques, ont le sentiment de faire partie de la nation allemande. Et là, le choix s'impose entre soit on s'allie à la France catholique, qui cherche à diminuer quand même le pouvoir de la nation allemande, soit on rejoint les autres Allemands. Et c'est ce qu'il faut. La France est écrasée très vite, le 1er septembre 1870, à Sedan. Napoléon III est fait prisonnier. Du coup, l'Empire allemand, que l'on appelle aussi le Reich, est proclamé le 18 janvier 1871 à Versailles. Bismarck impose à la France l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine au Reich par le traité de Francfort un peu plus tard dans la même année. Donc la France a échoué dans sa tentative de laisser l'Allemagne divisée et l'unité allemande en fait s'est faite en unifiant tous les Allemands contre un ennemi commun qui était la France. Vous aurez donc là un PPO sur Bismarck et la proclamation de l'Empire allemand réalisée à l'aide des pages 148-149. Conclusion. Ainsi, la France, par ses actions diplomatiques et politiques en Europe, a eu une influence sur la construction de deux nouveaux États. Napoléon III a aidé les nationalistes italiens à construire une Italie unifiée. Mais c'est en opposition à la France que s'est forgée l'unité allemande lors de la défaite de Sedan qui a coûté l'Alsace et la Lorraine aux Français. Voilà, j'espère que c'était bien expliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le groupe. Merci et à plus tard.